Mesdames, Messieurs, nous sommes ensemble jusqu'à 11 heures dans le cadre de cette randonnée matinale. Nous sommes rendus à 9 heures passées de 40 minutes dans ce studio, heure. Place au débat sur les radios. On reviendra pour la deuxième partie du débat entamé il y a une semaine. C'était mercredi passé. On parlait justement des défis qui attendaient la Socadel. La Socadel à la suite, bien sûr, de ce rachat par l'État du Cameroun des parts d'Actis. L'État du Cameroun aujourd'hui qui reprend toute la souveraineté sur le secteur énergétique au Cameroun. On en parlait justement la semaine dernière dans le cadre de ce programme. La partie 2 est pour ce jour, est pour ce matin. On sait que l'équipe dirigeante est désormais en poste. Une passation de service qui s'est effectuée ici à Douala, sous la supervision du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, qui a fixé un délai de 100 jours. 100 jours pour la nouvelle équipe dirigeante de la Socadel, la Société camerounaise d'électricité, à l'effet de rétablir la confiance au sein des usagers, à l'effet justement de connecter de nouveau le réseau électrique au Cameroun. Les Camerounais aujourd'hui qui sont face à des délestages à répétition, cela se veut d'être un lointain souvenir. Et pour en parler ce matin, nous avons au bout de la ligne Hervé Emmanuel Com. Hervé Emmanuel, bonjour. Hervé Emmanuel Com. Hervé Emmanuel Com qui est au bout de la ligne. Oui, je vous entendais pas bien, madame. Ah, d'accord. Bonjour Hervé Emmanuel Com. Comment vous allez ce matin? Je suis comme le Cameroun, je suis de vous. D'accord, ravi de l'entendre. Autre copanéliste qui est avec nous dans ce studio, c'est un spécialiste des PPP, des partenariats publics-privés. Lui qui nous a fait l'amitié de sa présence physique à l'antenne ce matin. J'ai bien envie de dire bonjour à vous, Sir Ndombé. Bonjour. Voilà. Et merci de m'avoir invité de nouveau sur ce plateau. Justement, on est là justement pour refaire la deuxième partie de ce programme, la deuxième partie de cet échange qui avait démarré mercredi dernier. On parlait justement de la Socadel, des défis qui attendaient la Socadel, et on sait qu'aujourd'hui l'équipe dirigeante est à pied d'œuvre à l'effet justement de rétablir cette confiance dans le secteur énergétique au Cameroun, dans le secteur de l'électricité. 100 jours a été le temps imparti par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, à cette équipe pour faire montre de son savoir-faire, une équipe qui est aujourd'hui appelée à performer. Alors, Hervé Emmanuel Com, on a cette équipe dirigeante aujourd'hui qui est à l'œuvre et qui dispose de 100 jours pour justement montrer... Je vous entends pas du tout, madame. Je disais tantôt, on va essayer... La qualité de la communication est désastreuse. La technique va essayer un tout petit peu de régler le problème. On va essayer au niveau de la technique de remédier à la qualité sonore. Et le temps peut-être que le Cyril qui est à la mise en onde de ce programme essaie justement de diligenter cet autre aspect pour permettre une communication des plus fluides avec les auditeurs. On va accueillir le troisième panéliste qui nous a rejoint dans ce studio. Monsieur Nancy, j'ai envie de vous dire bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour madame, désolé pour le retard. Voilà, on va un tout petit peu régler également. Vos grands frères avec homme. Justement, Emmanuel Com. Bonjour, cher monsieur Nancy. Alors, messieurs, ce matin, on est là justement pour refaire ce débat, cette deuxième partie de notre débat dédié justement à la Socadel, à la Société camerounaise d'électricité. 100 jours, c'est le temps imparti par la tutelle technique, en l'occurrence le ministère de l'Eau et de l'Énergie, pour voir clair, j'ai envie de dire, pour voir la lumière être faite au Cameroun. Voilà.
Voilà, pour rester dans ce jargon lié au secteur de l'électricité. Alors aujourd'hui, on a ce nouveau défi, ce nouveau challenge qui se doit d'être relevé par cette nouvelle équipe dirigeante qui est en place depuis leur installation. C'était vendredi dernier ici à Douala. Une prise de fonctions qui s'est faite et puis on a mis le cap sur l'excellence, sur la performance. Il sera question d'engager des actions fortes pour monter les revenus de l'entreprise, réduire les charges et améliorer son efficacité, aura donc martelé Gaston Ilundu Somba au cours de cette installation. Alors, Hervé Emmanuel Combe, je ne sais pas s'il est déjà en ligne. Hervé? C'est pas intéressant votre question. Voilà, Hervé Emmanuel Combe, on a aujourd'hui cette nouvelle équipe. Oui, on a un souci au téléphone, c'est pas possible. Je ne peux pas répondre aux questions auxquelles je n'ai pas entendu la question. C'est impossible. Parce que quand votre opérateur me parle, c'est correct, mais quand vous reprenez le vol, je crois qu'il y a un problème de votre micro, le relais. Ah bon? J'ai un problème, je vous entends pas. D'accord, on essaye d'apporter des solutions à ce problème. Tout de suite, messieurs, on va tout de suite, messieurs, démarrer. Alors, monsieur Nancy, aujourd'hui, on a cette équipe qui est sur pied, qui a 100 jours pour montrer de ce que, oui, aujourd'hui au Cameroun, on peut avoir de l'électricité dans nos domiciles. On peut aujourd'hui considérer les délestages à répétition comme de lointains souvenirs. Vous y croyez, vous? Non, je pense que les 100 jours vont certainement leur permettre de mettre sur pied une stratégie. Mais on ne peut pas attendre qu'en 100 jours, le miracle se produise. Le miracle se produise, c'est pas possible. Donc, à mon avis, il y a plusieurs étapes. Il y a la trésorerie qu'il faut voir, il y a la qualité de service qu'il faut voir, il y a la lutte contre la fraude, il y a tout ce qui est recouvrement. Je veux dire, il faut mettre une nouvelle politique en place pour essayer de faire au mieux sur ces différents points. Vous êtes d'avis également? 100 jours, le miracle ne saurait se produire en si peu de temps? Je pense que non. Comme l'a dit le copanéliste M. Nancy, c'est pas possible de résoudre ce problème en 100 jours parce qu'il y a des problèmes structurels de fond qu'il faut pouvoir résoudre. Donc, je pense davantage que c'est un délai, comme il a dit tantôt, n'est-ce pas, de production d'une feuille de route. Voilà, pour sortir un peu des préoccupations les plus importantes. Et que même si on prend vu les problèmes et les préoccupations qu'il y a à tous les étages, au niveau de la production, du transport, de la distribution, il faut davantage voir une résolution définitive de ce problème à moyen et long terme. Justement, une résolution à moyen et long terme pour véritablement avoir de l'électricité à profusion au Cameroun. On va, Hervé Emmanuel Combe. Oui. Voilà, on a aujourd'hui pour vous, c'est une utopie 100 jours donnée à l'équipe dirigeante aujourd'hui pour que on puisse observer une amélioration dans la qualité de service. Vous y croyez-vous, en 100 jours, on pourra mettre sur pied différentes stratégies à même d'avoir cet idéal-là? Bon, écoutez, moi, mon souci dans le processus que nous avons engagé, c'est celui-ci. Notre volonté est faite d'exercer notre souveraineté sur notre disponibilité énergétique. C'est une bonne chose. Mais il faut qu'on exprime aussi une stratégie. C'est-à-dire, on a commencé par donner des réponses en aval, c'est-à-dire la distribution. Or, comme je vous l'ai dit la dernière fois, le processus de disponibilité énergétique obéit à 3 étages. En amont, vous avez la production, vous avez au milieu le transport et la distribution qui n'est qu'au bout. Alors, si les gens pensent qu'on devait commencer ces tactiques, mais bon, je ne crois pas que ça apporte une réponse substantielle aux interrogations, que ce soit sur le plan de la disponibilité industrielle ou sociale. Ce matin encore, j'ai été victime de délestage. Donc, ce cadre ne veut pas dire qu'il n'y a plus de délestage. Donc, je crois qu'il faut qu'on aille très vite et que si ce n'est plus l'étape, qu'on aille vite aussi sur
la maîtrise et la productivité des barrages, et puis après l'amélioration de la qualité de service du transport avec ce matériel. Voilà le texte. Donc tout le reste pour moi, bon, c'est du commentaire, chacun peut me dire à sa fenêtre. Au cours de cette cérémonie de passation de service entre Eneo et la Socadel, on a Gaston Elundu Essomba qui a dressé un tableau justement du secteur de l'électricité qui fait face aujourd'hui à un déséquilibre financier structurel, à des tensions de trésorerie persistantes, à une dégradation de la qualité de service et à une perte progressive de la confiance des usagers. On a cette accumulation des aérés qui découle qui fragilise aussi la chaîne de valeur et qui réduit la capacité d'investissement et compromet par là même la maintenance des infrastructures. Alors, le gouvernement est dans cette volonté aujourd'hui non seulement d'asseoir sa souveraineté, mais surtout de performer dans ce secteur névralgique qu'est l'électricité. Oui, on a sommé, on a dit au directeur général, messieurs, il n'y aura pas de complaisance. Tout le monde doit payer sa facture d'électricité. Ce sont les mots empruntés par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, ce fameux jour d'installation. Tout le monde doit payer son électricité. Pas de complaisance, pas de demi-mesure. Alors, ça vous fait rire, Hervé Manuel-Com? Ça me fait énormément rire parce que le fait que l'électricité soit parfois parasités par des gens sans droit ou qui n'ont pas de branchement officiel, c'est un fait, mais c'est pas ça qui pose le problème essentiel de l'insuffisance de disponibilité de l'énergie électrique. Monsieur le ministre est dans son rôle, mais bon, je crois qu'il faut quand même être sérieux. Depuis la SONEL, et en passant par Eneo et son prédécesseur, nous avons des Camerounais qui ont une expertise. Je ne peux pas insulter les Camerounais qui ont travaillé depuis le cas national. Ils ont une expertise prouvée et reconnue. Maintenant, si nous avons une insuffisance de blanchiment, c'est exactement comme pour eux aussi. Il va falloir des campagnes de blanchiment, mise à disponibilité. Mais quand bien même vous blanchez tout le monde au marché Congo, vous croyez qu'il ne va pas avoir de l'État puisqu'il y a surcharge à la demande. Donc je crois qu'il faut prendre le problème en le mettant sur le dos des consommateurs qui sont indélicats. Bien sûr, il faut réprimer l'excès délit, mais ce n'est pas là que se trouve le problème. Le problème, c'est que nous avons une insuffisance de disponibilité énergétique. Comme il va falloir répondre très vite à cette question. Désiré Nancy, désormais tout le monde doit payer sa facture quand on sait qu'Eneo, en son temps, se plaignait de ce que l'État aujourd'hui est un mauvais payeur parce que oui, plusieurs factures impayées aujourd'hui émanent des institutions publiques qui ne s'attellent pas à cet exercice-là, celui de payer la facture d'électricité. Alors, un mandat a été donné au nouveau directeur général de procéder à un recouvrement par tout ces personnes qui utilisent de l'électricité de payer leur consommation à la fin du mois. Cela va contraindre ces entités étatiques de sacrifier à cet exercice-là. Désiré Nancy? Oui, je crois que le ministre est dans son rôle. Hein. C'est le ministère de tutelle. Il est dans son rôle d'essayer de faire bousculer les choses. Mais nous savons tous que le véritable problème est ailleurs. Le véritable problème est en amont. C'est-à-dire que même au niveau du ministère, il y a des grandes réformes qui doivent être mises en place. C'est-à-dire qu'on sort d'une structure privée, on reprend les choses en main, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire et même directement au niveau du ministre lui-même. Hein, il y a beaucoup d'engagements qui sont pris directement par le ministre qui parfois n'ont pas bien marché. Je cite, il y a beaucoup de programmes. Je parle par exemple du programme PERAS. C'est un programme qui est passé presque inaperçu dans ce pays. C'est un programme qui a englouti près de 115 milliards de francs CFA ces 2 dernières années. Mais les résultats sont nuls. On peut citer plusieurs programmes comme ça qui ne font pas avancer les choses. Quand on parle par exemple des investissements dans le domaine de la production, il y a des centrales aujourd'hui, c'est évident que les études ont été mal faites. Quand on parle par exemple de Making, la centrale hydro de Making, c'est une catastrophe.
C'est une petite centrale à l'origine qui était de 15 mégas, qui n'avait même pas raison d'être. C'était vraiment pour des raisons politiques qu'on avait pensé à faire un projet comme celui-là. C'était prévu pour 25 milliards. Au finish, on a dû dépenser près de 55 milliards de francs. Cette centrale n'a jamais bien marché et je crois aujourd'hui la centrale est à l'arrêt. Ça, c'est tant de choses qui font beaucoup de mal dans le secteur. Donc, je veux dire, il faut mettre la pression sur Eneo, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. Je vais parler, par exemple, aussi d'un autre programme qui a été engagé par le ministère ces dernières années, sur un potentiel de 1 600 000 poteaux bois. On s'était rendu compte que presque 40% des poteaux dans le réseau de distribution étaient à remplacer. À un moment donné, le ministère a engagé de remplacer 50 000 poteaux béton par an. Même ça, c'est une catastrophe. Dans ma commune à Bana, ça fait depuis pratiquement 1 an et demi. Il y a un tas de poteaux béton, je crois que c'est à peu près une trentaine de poteaux qui ont été livrés, mais qui sont là, couchés là-bas. Et il y en a partout comme ça sur le territoire national. Donc je veux dire qu'il y a beaucoup de projets qu'on a engagés qui n'ont pas marché. Et on tourne toujours en rond. Donc la responsabilité n'est pas celle de Socadel. Justement, au rang de cette feuille de route qui a été fixée à l'endroit de l'équipe dirigeante qui dispose désormais de 100 jours pour véritablement impacter. On parlait, vous soulignez tantôt, c'est le remplacement des poteaux bois. Ça a été souligné justement par la tutelle technique, en l'occurrence le ministre de l'eau et de l'énergie, qui a demandé à ce qu'on procède à un remplacement de ces poteaux bois par des poteaux en béton. Il y a également au rang des formulations la mise en place des compteurs intelligents. Il est question aujourd'hui de remplacer les anciens compteurs par des compteurs intelligents, ce qui va permettre à coup sûr de réduire un tout petit peu la fraude observée au niveau de l'électricité au Cameroun. Parce que oui, aujourd'hui, force est de reconnaître qu'on a des tripatouillages qui sont faits sur des anciens compteurs et puis les compteurs intelligents aujourd'hui viennent permettre à ce que chacun paye ce qu'il aura consommé. Javis Ndoumbe, voilà, on a ces mesures qui ont été prescrites par la tutelle à l'endroit de la nouvelle équipe dirigeante qui a pris fonction vendredi dernier ici à Douala. Les mesures ont été prescrites. Selon vous, ces différentes mesures sont-elles à même de véritablement impacter sur la qualité de service et aussi la santé financière de cette entreprise qui est essentiellement déficitaire? Bon, déjà qu'une entreprise soit déficitaire et que soit lourdement endettée, ce n'est pas la fin du monde. La plupart des entreprises, comme je le disais il y a une semaine, investissent essentiellement par la dette. Donc la dette n'est pas forcément une mauvaise chose. La condition ici pour une structure commerciale comme la Socadel sera de, n'est-ce pas, transformer cette dette en un actif qui soit positif. Pour revenir à la préoccupation de recommandation du ministre, tout le monde doit payer, c'est ma conviction. Sauf que faire payer tout le monde aujourd'hui demande un certain nombre d'investissements et de décisions politiques. Si vous prenez des bouts de quartier, où il y a quelques abonnés sur l'ensemble des consommateurs d'énergie, il faudrait que le gouvernement accepte le principe de suspendre d'énergie toutes les personnes qui ne sont pas abonnées. Il y a une illustration simple. Sur les derniers recensements qui ont été faits dans la ville de Douala par l'Institut national de statistique, nous avions à Douala à peu près 2,5 millions d'habitants, avec en moyenne 4 à 5 personnes par ménage. Donc ça supposait que on imaginait qu'il y ait des quartiers comme Douala Nord seul qui étaient à 700 000 ménages. Et quand vous prenez le nombre de clients Socadel aujourd'hui et Néo hier, ça ne fait même pas la moitié. Donc ça suppose qu'il y a un gap très très important. Donc pour recouvrer les créances, pour demander à tout le monde de payer, il faut un investissement. Investissement aujourd'hui, comme le disait M. Nancy, on a parlé du remplacement des poteaux bois. C'était une recommandation gouvernementale, ce n'est pas une décision qui devait être mise en œuvre par le gouvernement. Il y avait des préoccupations liées à la distribution de l'énergie. Les poteaux bois,
il y a une raison à l'époque, d'ailleurs, c'était paix à son âme. Justement, l'ancien président du Sénat qui avait lancé ce programme-là avec des plantations d'eucalyptus, un système de traitement, de cryosotage et tout le reste. Mais on a vu les limites de ce système. Et Eneo, d'ailleurs, avait eu un concours bancaire d'environ 200 milliards cautionné ici et là donc par l'État pour faire le remplacement des poteaux bois par les poteaux en béton. Sauf que derrière, l'arrivée de la Socadel va permettre à l'équipe dirigeante de prendre une décision sur l'orientation donnée par le gouvernement, ce qui n'était pas possible hier. Parce qu'on oublie que pendant tout ce temps, depuis qu'il y avait Actis et Neo, l'une comme l'autre des entités, sous AES Sonel puis Eneo, n'a pas investi dans la production et n'a pas suffisamment investi dans la distribution. Donc, aujourd'hui qu'il était aux manettes, il va donc falloir trouver des mécanismes pour porter des projets qui soient à même de permettre à tout le monde de payer et aussi de limiter les pertes. Parce qu'un des gros problèmes qu'on a, c'est les pertes techniques. Elles sont à peu près d'environ 14% au niveau du transport de l'énergie. Au Cameroun, ça c'était en 2023, donc je pense qu'aujourd'hui avec le vieillissement du réseau, ça évolue également. Mais ce n'est pas propre au Cameroun. Grosso modo en Afrique on est autour des 22%. Donc l'idée aujourd'hui est, une fois que l'équipe dirigeante est installée, la structure étant publique, pour asseoir les décisions gouvernementales, il faut aller dans le sens, comme on disait tantôt sur les 100 jours, de proposer des projets important sur, moderniser le réseau, 2, sécuriser l'existant en termes de règlement des prestations, et ça va forcément passer par la digitalisation. Parce qu'une des raisons, une des satisfactions de ce que Eneo a apporté, c'est qu'il y a le payé. Donc je paye pour ce que je consomme, mais sauf que ça nécessite davantage d'investissements pour sécuriser l'énergie qu'on apporte, de manière à ce qu'on limite au maximum les fraudes. Et derrière, il faut faire payer. Quand vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas acheté de data, vous n'avez pas de connexion Internet. Donc, et aujourd'hui, il y a des pays, il y a des systèmes, il y a des mécanismes qui existent. Donc techniquement, les outils sont là. Maintenant qu'il y a un partenaire qui avait une rémunération technique qui était là d'office, on suppose donc avec la nouvelle équipe dirigeante, il y a ces investissements nécessaires là qui seront faits pour qu'on arrive à recouvrer et faire payer tout le monde. Voilà, Hervé Emmanuel, comme on a dans ses propos du ministre de tutelle Gaston Elundwe Somba, il a parlé de cette réforme qui visait justement l'amélioration de la qualité du service public de l'électricité à travers, bien sûr, l'intensification des programmes de remplacement des supports bois par des supports béton, la modernisation des réseaux de distribution via le Smart Grill pour la réduction des temps d'intervention, pour l'amélioration du service client. Il a fixé un délai de 72 heures. Ce sera le temps vraiment limite pour traiter les différentes requêtes. Il faut également une étape, un élargissement du système des corridors des réseaux d'ossature et le remplacement des transformateurs moyens et basse tension quand ils sont jugés surchargés. Une autre action, c'est l'amélioration du taux d'accès à l'électricité à travers des extensions du réseau, le développement des mini-grilles et la promotion des solutions décentralisées, entre autres. Voilà quelques ébauches énumérées par Gaston Elundwe Somba ce fameux vendredi de passation de témoins entre Eneo et la Socadel. Hervé Emmanuel, comme avec ces différentes mesures listées par la tutelle, est-ce que l'implémentation de ces différentes mesures aujourd'hui peuvent garantir, on va dire quoi, une amélioration de la qualité de service rendu aux consommateurs? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas du tout sûr et je vais vous dire pourquoi. Si vous prenez une ville comme Douala, je m'excuse pour mon copanéliste qui a dit qu'il y avait 2 millions d'habitants, on a dépassé les 5 millions d'habitants avec les Biafrais et les Chinois. Donc, les statistiques vont nous confirmer dans ce sens. Et Douala a près de 600 quartiers. Je sais de quoi je parle, puisque dans mes activités, je vais quartier par quartier pour dire la bonne nouvelle souvent. Donc, il y a 600 quartiers. Et le principe de l'électricité repose sur ce qu'on appelle le revamping.
c'est-à-dire des centres de distribution qui contiennent la région pour laquelle elles ont été installées. Si vous prenez mon co-panéliste avant m'a dit, comme vous appelez, transformateurs, plusieurs sont dépassés, et il suffit que quelqu'un soit en surcharge, boum. Et sans parler des autres problèmes que je trouve certes importants, mais qui sont pour moi secondaires, les poteaux et tout ça, c'est au vu de tout le monde. C'est quelque chose. Donc, quand j'ai fini de dire cela, j'ajoute un principe. Je ne sais pas si mes co-panélistes vont être d'accord avec moi. La disponibilité de l'énergie est un droit de l'homme, que ce soit l'énergie électrique ou l'énergie l'eau. Donc, il faut qu'il y ait un plan de développement de la mise à disponibilité de cette énergie à la population, en suivant aussi la croissance démographique exponentielle, le boom dans les quartiers, surtout une ville comme Douala ou Yaoundé. Donc, ça veut donc dire que c'est à l'intérieur des Socadel d'abord qu'il va falloir réactiver. Je crois qu'ils ont une direction du plan ou des études, si mes mémoires sont bonnes. Je m'en souvenais quand notre regretté père Marcel Dufresne était à la tête. Et je crois qu'il doit d'abord planifier tout cela au lieu de courir derrière les gens qui font des branchements sauvages. Lorsqu'on va mettre à disponibilité le branchement de tout le monde, alors là, on pourrait dire aux gens, vous êtes de mauvaise foi, vous êtes un fraudeur, il faut qu'on vous réprime. D'autre part, si vous allez demander le branchement d'un compteur, demandez aux experts qui sont dans le studio combien de temps on met et dans quelles conditions. C'est dissuasif, on pousse les gens à la fraude. Si on pouvait simplifier cela et faire en sorte, comme il a dit exactement, qu'on paye ce qu'on consomme, tout le monde irait vers cela. Il y a des gens qui ne consomment même pas, c'est pas 2000, 3000, les tailleurs et tout ça. Mais c'est eux qui sont de trop, parce que comme ils ne sont pas prévus dans le plan de Socadel, ancien et Néo et compagnie, ben, ils sont excessifs et du coup, boum, boum. Mais à Bassa, la cité, c'est qu'il ne se passe pas un mois où il n'y a pas un transformateur qui prend feu pour parler d'un poteau qui fait penser anormalement. Donc je crois que je reviens à mon analyse de départ. Oui, Socadel, c'est une bonne chose si nous nous réapproprions nos souverainetés énergétiques, mais il faut qu'on l'intègre dans un plan stratégique pour que toutes les étapes de la production à la distribution soient dynamiques et productives. Désiré Nancy, on a aujourd'hui au rang de ces points soulevés par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. C'est vrai, il a parlé de la restructuration qui est aujourd'hui une exigence voulue par les pouvoirs publics. On a toutefois dans cette volonté de redressement, de rétablissement de confiance entre le consommateur et la société camerounaise en charge de l'électricité au Cameroun, on a eu cette annonce qui demande à ce que l'on mette sur pied une brigade anti-fraude, justement. Excusez-moi, madame, je voudrais poser une question en même temps à mes co-panélistes. Si on a pensé que le consommateur a une responsabilité, c'est vrai, pourquoi n'a-t-on pas mis les associations de consommateurs dans le conseil d'administration ou les partenaires privés qui sont dedans demandeurs de l'énergie? Ça aurait répercuté le discours jusqu'au niveau. On a mis autour du conseil des fonctionnaires qui eux-mêmes ne payent pas l'électricité. Vous voyez de quoi je parle? C'est grave. Bon, c'est vrai que le ministre a demandé au directeur général d'aller à l'assaut de toutes ces personnes qui ne payaient pas leur facture d'électricité. Désiré Nancy. Vous savez, je suis personnellement un peu choqué. J'ai rencontré personnellement le ministre au mois de mars quand il était au GICAM. Après, 3 semaines après, il m'a reçu en audience dans son bureau. On a parlé de beaucoup de choses. Je lui ai proposé un certain nombre de choses. Dire qu'il faut remplacer les poteaux bois par les poteaux béton, c'est rien de neuf ça. Dire que un transformateur qui est surchargé, il faut le remplacer. C'est rien de neuf. Je dis que le problème est structurel. J'ai parlé tout à l'heure d'un programme PERAS. C'est passé inaperçu. C'est un programme qui était dédié à faciliter l'accès à l'énergie, surtout pour cette couche de population pauvre. Ça s'appelle au Cameroun PERAS.
En Côte d'Ivoire, ça s'appelle le programme Énergie pour tous. En Côte d'Ivoire, succès total. Quand on vous dit aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est électrifiée, le taux est de près de 96%, c'est pas du leurre. 97%. C'est le programme électrification pour tous que le président Ouattara a démarré à son 2e mandat. Succès total. Le PERA, c'est une copie conforme du programme électricité pour tous. Mais au Cameroun, c'est un échec. Je crois que c'est 123 millions. Et c'est un fonds revolving. C'est des programmes qui passent inaperçus. Mais ça gonfle l'endettement. Je suis d'accord, comme disent, il faut s'endetter. Mais parfois, il faut que les dettes soient justes. Maintenant, le ministre parle de la fraude. C'est pas nouveau, ça. Je ne suis pas non plus là pour demander aux gens de frauder. Même la lutte contre la fraude, là, il y a une façon de faire. Au mois de mars, je crois que c'était au mois d'avril, lui-même, le ministre, a engagé une lutte contre la fraude. On l'a vu avec tous ses collaborateurs sectoriels, on a vu. Je voudrais savoir aujourd'hui quel est le résultat. Est-ce que ça a permis de stopper la fraude? Je ne crois pas. Et quand on parle de fraude, il y a plusieurs types de fraude. Il faut aller frapper là où ça fait mal, où on peut faire vraiment des économies. Il ne faut pas perdre le temps à aller chez ma grand-mère au village. Ça, c'est pas là où on gagne de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il faut frapper là où on peut faire des économies. Tout à fait. Et on sait où on peut faire des économies. Et il y a une façon de faire le contrôle fraude. Ce n'est pas le théâtre qu'on fait là. Parce que je vais vous dire, les vrais fraudeurs, on les connaît tous. C'est les boîtes de nuit, c'est les hôtels, c'est les... aidez-moi à citer les noms. Là. Les lounges, les restaurants. En complicité avec les agents même. Et très souvent en complicité. Et c'est des personnes qui sont zen en journée. Les installations sont zen en journée. C'est très souvent à une certaine heure du soir que la fraude se met en place. Il faut avoir des techniques. Il faut savoir apprécier cette fraude. J'ai dit au ministre de moi-même, je lui ai dit qu'il fallait confier ce genre de contrôle, même au secteur privé, des gens qui ont les compétences pour le faire. Vous m'avez parlé d'une police de quoi? Une brigade antifraude, de lutte contre. Tu vas encore voir les gens du ministère qui vont faire le tour de la ville. C'est pas ça, ça ne se fait pas comme ça. Même à INEO, il y a des compétences qui ont des formations contre la contrôle fraude. Mais très souvent, ces fraudes-là sont même entretenues par les agents même INEO. Tout à fait. Le ministre l'a reconnu d'ailleurs et il l'a mis en garde. Non, ça ne veut rien dire. Il faut travailler avec le secteur privé. Vous confiez des pans d'activité à un secteur privé que vous jugez, que vous appréciez son rendement. Je dis, ces contrôles il y a des contrôles qu'on doit faire de nuit. Et il faut le faire de façon ciblée, parce que si tu vas arrêter une boîte de nuit de quelqu'un dans la nuit, et après tu te rends compte qu'il n'avait pas de fraude, il ne va pas te laisser tranquille. Donc, je veux dire que faire tout ça, c'est du tapage pour ma part qui n'apporte rien au finish. Et il faut savoir que même le contrôle fraude est encadré. Il y a des tests de loi qui encadrent le contrôle fraude. Qui doit faire le procès verbal et un certain nombre de personnes. On ne se lève pas le matin, on lance les gens dans la rue, on dit qu'on avait les téléviseurs et tout ça, pour dire qu'on est en train de faire les contrôles fraude. C'est du déjà vu, ça. En tout cas, on soupçonnait les complicités en interne. Non, ça c'est connu. Et ça, puis, Gaston Lundwe-Somba a tenu justement à mettre en garde parce que oui, désormais, tout agent dont la complicité dans des actes de fraude sera établi fera l'objet de sanctions exemplaires sans aucune faiblesse allant des procédures disciplinaires les plus lourdes aux poursuites pénales devant les juridictions compétentes. Écoutez, on n'est pas là pour protéger les fraudeurs, mais je ne voudrais pas... Ça, c'est des choses qui ont toujours existé. Il faut mettre une politique contrôle fraude en place
et qui va avoir des résultats et de façon régulière. Il a fait ça il y a... Oui, il y avait un instant, il y avait Emmanuel Com. Bon, il y a quelques fraudeurs qui ont disparu, mais ils sont revenus. Donc il y a une politique. On ne fait pas... Même les appareils dont on parle là, vraiment, je lui laisse le choix de faire ça. Oui, il y avait Emmanuel Com. Oui, madame, nous sommes dans un état de droit. Je suis très content qu'un expert parle comme ce que je suis en train d'entendre. Parce que quand nous allons entrer dans la confusion des rôles, ça va être un tchoukou institutionnel qui débouche dans l'anarchie et ça crée la révolte et les aspirations. Il n'y a aucun agent de Néo, Socadel aujourd'hui, qui a la qualité d'huissier de justice, ni d'officier de police judiciaire. Comment il fait pour constater une infraction? Et monsieur a raison, il faut qu'on passe à autre chose. Quand ils viennent chez vous, ils créent l'agitation, parfois sur les bagarres, on mobilise tout le monde, l'environnement, le quartier, ça crée le mécontentement chez ceux qui passent le temps dans les bars et tout ça. Il a raison, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. La meilleure façon de combattre la fraude, ce n'est pas de faire des proclamations, on n'est pas dans une ville de réveil, c'est de le faire dans l'ordre en respectant l'état de droit. Je peux vous assurer que même les gendarmes, comme on souvent sollicité à des heures indues, ils sont en infraction par rapport à leur statut. Non, monsieur a parfaitement raison. Javis Ndoumbe. Non, ce que je peux dire, c'est que le dispositif, comme ils l'ont dit, tous les deux, le dispositif actuel n'est pas adapté. Premièrement, il y a déjà une équipe qui est mobilisée. Bon, déjà, c'est pas mauvais. Sauf que quand vous mobilisez aujourd'hui des fonctionnaires du ministère, les forces publiques, ça a un coût. On sait comment ça se passe. C'est que ça va demander des perdièmes, ça va demander du carburant et tout le reste. Donc, je reste sur l'idée que pour efficacement lutter contre la fraude, il faut aller vers des solutions techniques et mettre en place un dispositif de mesures coercitives très très dur. Je vous prends un exemple. C'est pas seulement à ce niveau-là. Vous garez mal votre voiture, vous payez, je sais pas combien, 20 000 francs, 30 000 francs. Si vous devez payer 500 000 comme la voiture en foyer qu'on la vende aux enchères, vous allez réfléchir par 2 fois. Donc, il faut qu'il y ait des mesures coercitives très très fortes. Il faut que tout le monde joue le jeu parce qu'en matière de gouvernance aussi, le problème se pose au niveau interne, au niveau de la société, parce que ce n'est pas en privatisant que ça va résoudre le problème. La relève, à un moment donné, a été privatisée chez Néo, avec les résultats que l'on sait. Donc, ce n'est pas forcément en privatisant. Pour l'instant, il faut responsabiliser les uns et les autres, mettre en place un dispositif interne, parce que chaque fois qu'on va faire intervenir des personnes de l'extérieur, ce sera difficile. On peut affecter des forces de sécurité directement à Néo, outillés pour apporter un certain nombre de solutions et mettre en place un dispositif permanent, soit localement avec les préfets, parce que pour que les forces de maintien de l'ordre sortent, il faudrait que l'autorité administrative donne son quitus. Soit alors on légifère là-dessus avec des brigades bien constituées pour apporter des solutions. Mais à mon avis, je pense qu'il faut davantage insister sur le dispositif technique. Derrière ça, il y a Monsieur Nancy parlait des problèmes de distribution avec la nécessité parfois, ou monsieur, comme je ne me rappelle plus, de faire l'extension et tout le reste là. Une des préoccupations de l'extension urbaine dans toutes les villes du monde, c'est que ça coûte très cher. Vous allez à Lundi aujourd'hui, il est impossible pour la Socadel, pour la communauté urbaine, d'apporter des solutions aux gens qui vont davantage construire loin parce qu'ils veulent être propriétaires et parce que ça coûte moins cher. Ce sera impossible. Donc, une des solutions préconisées par le ministre était de créer, d'apporter des petites solutions au niveau local. Se dire que sur la base de l'existant, on va davantage étendre le réseau, ce sera quasiment impossible parce que quand vous prenez Douala s'étend désormais jusqu'aux confins du Mungo, du Nkam et tout le reste. Donc, ce ne sera pas possible de continuer comme ça. Il faut apporter des solutions globales. Donc, il faut mettre tout le monde en contribution. Une petite parenthèse pour Amperas. Je suis d'avis, ça marche pour Cameroun, ça marche ailleurs, mais il est davantage un programme rural. Et pour cela, je le disais la semaine dernière, il faut contraindre, et là je pèse mes mots, il faut contraindre les collectivités territoriales décentralisées, certaines entreprises qui consomment beaucoup d'énergie à de la production d'énergie.
c'est impératif. Et que l'agence de l'expression rurale joue véritablement son rôle, avec des mesures adaptées à l'environnement rural. Aujourd'hui, quand vous prenez une ville, je dis n'importe quoi, comme Kondiok, vous imaginez le relevé, ce que coûte le relevé dans une localité comme Kondiok, ça coûte extrêmement cher par rapport à ce qu'il y a comme production là-bas. Et ça va ramener le problème, parce que l'électricité en Afrique, parce qu'on a souvent l'impression que c'est au Cameroun qu'il y a ces problèmes. Il y a 4 gros problèmes. Premièrement, les tarifs sont bas, parce qu'ils sont essentiellement politiques à vocation sociale. Deuxièmement, il y a un déficit financier chronique qui est créé par le fait que le coût de production de l'énergie est toujours élevé par rapport aux revenus. En moyenne, la différence, en fait, on produit en moyenne 97 francs le kilowattheure en Afrique et on perçoit à peu près 62 francs. Ensuite, il y a les subventions étatiques qui existent quasiment partout, mais qui, dans notre environnement, sont liées aux problèmes, aux préoccupations de trésorerie globale de l'État. Donc, ce qui fait qu'un jour ça vient, un jour ça ne vient pas. Et enfin, il y a le problème d'incitation à la réforme. Il faut faire des réformes, et ça aussi, en matière de gouvernance, ça traîne le pas. Parfois pour des objectifs politiques, parfois pour des raisons économiques, parfois pour des raisons stratégiques ou des raisons liées aux décisions qui sont prises par les gouvernants. Donc, il y a des solutions et je pense qu'il faut d'abord se recentrer sur les problèmes liés à Socadel qui est en bout de chaîne. Et à ce niveau-là, qu'elle commence d'abord à résoudre les problèmes qui relèvent de sa compétence directe. On a reçu de l'énergie, est-ce que tout le monde reçoit de l'énergie? Est-ce qu'on peut lutter efficacement contre la fraude? Est-ce qu'on peut distribuer facilement à l'intérieur d'une ville? Est-ce qu'on peut mettre un dispositif coercitif en place sur le plan technique, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je pense qu'une fois qu'on aura, on sera arrivé à la Socadel aura franchi un pas. Parce qu'on est parti de la Socadel, mais on a embrayé sur les problèmes liés à la production, les problèmes, voilà, parce qu'on a 1700 watts, comme M. Nancy disait, on a à peu près 1700-1800 mégawatts de produits, 1200 qui sont réellement disponibles. Donc, avec déjà les 1800, si déjà les pertes jusqu'en ville et les pertes en ville même sont réduites, c'est déjà un début de solution. Et derrière ça maintenant, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Donc il y a une solution qui a été envisagée, qui a fait l'objet de commentaires en fin de semaine dernière. C'était la tarification ciblée notamment vers les plus gros consommateurs. Les entreprises doivent normalement payer plus que les usagers. C'est quelque chose de normal. Il y a cette hausse de 15%. Cette hausse qui est annoncée parce que ce n'est pas encore formalisé. Donc, il est nécessaire aussi de ne plus privilégier forcément les entreprises. Bon, elles vont se prêter aujourd'hui de leur capacité de caution, de leur charge d'exploitation. C'est normal. Mais on consomme plus, on doit logiquement consommer davantage, sachant que l'État, lui, ne veut pas augmenter les tarifs sociaux, surtout les tarifs sociaux de base. Je crois que c'est 50 francs le kilowattheure hors taxe. Donc, c'est toutes ces préoccupations-là qu'il faut pouvoir résoudre d'abord en premier au niveau de Socadel avant d'arriver aux autres problèmes de production et de transport à l'échelle nationale. Désiré Nancy, remettre à flot l'entreprise, permettre à ce que cela puisse être un modèle de performance et d'excellence au Cameroun, un secteur d'électricité qui est aujourd'hui charrie tous les enjeux. Alors, on a une entreprise aujourd'hui qui, au plan financier, n'est pas des plus réluisants, cette entreprise-là, et on veut à tout prix renflouer les caisses de la Socadel. Voilà, les caisses de la Socadel, j'ai failli dire d'Eneo, les caisses de la Socadel. Alors, quel business model aujourd'hui adopter afin justement de se rassurer de ce que les entrées de l'entreprise seront à même d'assurer pour le fonctionnement de l'ensemble des opérations qui vont être entreprises? Oui, excusez-moi, je vais revenir très rapidement sur le contre-fraude pour dire que la lutte contre la fraude, c'est un vieux débat, un très très vieux. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 3 ans, moins de 3 ans en arrière, il y a toute une direction qui a été créée au sein de Eneo. Ça s'appelait direction de perte non technique. En fait, c'était une direction dédiée pour la lutte contre la fraude. Et ils y ont mis beaucoup de moyens. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais ce fut un échec cuisant.
même les gars des Néo, même le ministre à une époque a même demandé qu'on arrête, parce qu'à l'époque, vous avez vu, il y avait plein de jeunes gars qui se baladaient partout, ils ont créé beaucoup de situations, et le ministre avait même demandé qu'on stoppe, et j'étais parmi les experts pour le compte de Arcel, qui avons travaillé pendant une semaine avec le personnel de Eneo pour remettre en ordre la réglementation autour du contrôle fraude. Donc je veux dire, le contrôle fraude, c'est quelque chose qui est assez ancien, il faut vraiment le faire, mais pour ma part, il faut le faire de façon ciblée. C'est-à-dire qu'il faut toucher la personne qui fait mal, qui fait vraiment mal au système. Vous savez, et après le reste, même une bonne communication, même en tant que maire, je suis associé dans un projet comme ça. Une bonne communication, même autour de ma population, peut les amener à limiter les petites fraudes. Moi, j'appelle ça les fraudes du quartier. On peut réussir à limiter. Mais les vrais fraudeurs, il faut une politique pour les attaquer. Et maintenant, parlant du financement. Aussi longtemps que la qualité ne sera pas bonne, ce sera un problème. Il y a pratiquement 2 semaines, j'étais chez moi à la maison. Il y a des agents releveurs qui sont venus. Ils sont revenus alors que j'avais passé la nuit. Dans le noir. Dans le noir. Comment je peux réagir à ce moment-là? Ils viennent me relever alors que je viens passer la nuit. Ils ne font que le job. Oui, d'accord, mais je paye un produit. Je paye pour un produit. Donc il faut qu'on essaye de voir comment améliorer la qualité. Il y a beaucoup de choses à faire. Je vais soulever un autre point au niveau de la tarification. J'ai entendu dire tout à l'heure qu'il faut aller vers les grands consommateurs, les industries, voir comment on va relever leur... Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ça coûte déjà assez cher. Et nous, en relevant le prix du kilowattheure chez un industriel, c'est la population qui va subir parce qu'il sera obligé de sur la matière transformée au final. Oui, donc je pense qu'il y a une vraie politique à faire. Il y a un autre débat il y a eu un gros débat ici entre Sonatrel et Eneo, avant qu'Eneo ne parte, par rapport à un client. Comment il s'appelle, monsieur David celui qui fait la métallurgie. Prométal. Prométal. Je crois que tout le monde a entendu parler de Prométal. Voilà quelqu'un qui peut payer. Mais d'un côté, on décide que Sonatrel peut le livrer à très faible coût. Il faut savoir ce qu'on veut. En fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Prométal va être client de Sonatrel, mais à un prix de kilowatt sans concurrence. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. Et il y a beaucoup d'autres clients de ce type-là qui frappent à la porte de Sonatrel. Donc, même sur le plan de la loi, il faut que ce soit clair. Est-ce que Sonatrel a le droit d'être fournisseur? Si oui, quels sont les coûts? Je veux dire, c'est tout ça qui va ensemble. Hein. C'est-à-dire que valider le prix Sonatrel, là, ça fait un manque à gagner énormément dans les caisses d'Eneo. Et c'est pour ça que Eneo, à l'époque, avait demandé à Prométal de lui payer, je crois que c'était 6-7 milliards de francs, parce qu'il y avait eu un gros manque à gagner. Donc tout ça, il faut voir ça. Justement. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça qui peuvent... Mais essayer de travailler avec le secteur privé. Vraiment, c'est une industrie. L'énergie, c'est une industrie. Travailler avec le secteur privé. Et je dis que moi-même, j'ai fait des propositions directes au ministre pour la lutte contre la fraude, le contrôle des installations électriques intérieures. Je crois qu'il y a un hôpital qui a pris feu à l'extrême nord, hier ou c'était avant-hier. Là. C'est parce que les installations électriques intérieures ne sont pas bonnes. C'est un débat qui dure depuis au moins 20 ans dans ce pays. Et ce n'est pas le ministre qui doit le faire. Il faut faire confiance à des compétences qui peuvent prendre sur eux, sur l'encadrement de l'État, de faire ce genre de choses. Donc au finish, on tourne sur place, on fait les mêmes bavardages chaque jour. Donc pour vous, on n'est pas près de sortir de l'auberge malgré... Non, il faut impliquer les gens. C'est pas le ministre, tu as vu l'équipe, c'est les fonctionnaires. Ils vont bavarder là et après, il faut impliquer les gens. Ouais.
C'est vrai quand même que dans son allocution, le directeur général de la SOCADEL, hein, Omaro Amanjoda, est revenu sur un certain nombre d'éléments. Il a bien sûr reconnu les difficultés d'ordre technique qui viennent aujourd'hui fragiliser la santé financière de cette entreprise et freiner aussi les investissements qui viennent à leur tour affaiblir les chaînes de valeur et ralentissent l'amélioration de la qualité de service. Mais c'est vrai, il a évoqué le septentrion avec un déficit de production qu'on observe de ce côté-là, qui est aujourd'hui aggravé par la sécheresse de ce côté-là et qui provoque aussi le rationnement récurrent qu'on observe depuis peu ou alors depuis longtemps dans l'ensemble du pays. Désiré Nancy, vous qui êtes expert en question d'électricité, alors cet aspect, un zooming sur le septentrion avec ce déficit de production qui est observé et aggravé du fait de la sécheresse qui sévit de ce côté-là, ce qui à son sens pourra justifier le rationnement qu'on observe ça et là depuis un certain temps. Moi, je crois la dernière fois, je vous ai dit que le programme, les problèmes étaient assez profonds. Il ne faut pas y aller comme des pompiers. Il faut faire un stop. Faire des états généraux de tous les segments du secteur et prendre les décisions qu'il faut. Faire comme on le fait là. On n'arrivera jamais à des solutions solides. C'est-à-dire que ce sera des solutions au coup par coup. Je suis prêt à passer une semaine sans lumière chez moi si on me donne la garantie que quelque temps après tout ira mieux. C'est simple. Il ne faut pas courir ici, 70. On connaît, les études ont été faites depuis plusieurs années. On connaît où il faut mettre le... Et beaucoup d'investissements ont été déjà faits, mais des investissements qui n'ont pas abouti. Il faut à un moment donné que les gens disent les vérités. Il y a eu beaucoup de choses dans ce pays, des investissements farfelus comme ça. Et ça remplit les dettes. Et après, on me dit que c'est des dettes. C'est des mauvaises dettes. C'est des mauvaises dettes. Bon. Si on s'endettait, on avait l'électricité. Les Camerounais ne se plaindront pas. On dit aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est très très endettée. Mais quand tu es en Côte d'Ivoire, tu as l'électricité, tu as ce qu'il faut pour vivre. On ne se plaint pas. Chez nous, on est endetté, on n'a rien. Et on va continuer à s'endetter. Sur les mêmes projets. Je vous ai parlé des poteaux béton. J'ai été le président de la commission norme poteaux béton à la norme. Moi, je sais de quoi je parle. Qu'est-ce que ça a donné, les poteaux béton? C'est la catastrophe. Quand tu vois même le coût des poteaux béton ici, on peut le faire à moitié prix. Hervé Emmanuel Com, dans son allocution au soir de ce passage de témoin entre Eneyo et la SOCADEL, son tout nouveau directeur général a exigé justement une synergie d'action, une solidarité de corps entre toutes les entreprises ou du moins les entités opérant dans le secteur. Il a cité nommément EDC, la Sonatrel, Globelec, la NHPC et autres partenaires sous-traitants qui doivent aujourd'hui agir dans cette logique de cohésion et d'intérêt suprême du Cameroun. Vous me revenez à quelque chose. J'ai bien répondu à cette question. J'ai dit que ce cadre, c'est très bien, mais c'était une réponse tactique pour une situation précise qu'il fallait nous faire intervenir maintenant dans une logique stratégique, c'est-à-dire une politique globale où on met en harmonie tous les intervenants dans la disponibilité énergétique, y compris d'ailleurs en water, parce qu'il y a une parenthèse, je voudrais dire que un de mes copanélistes a dit quelque chose d'exact tout à l'heure. La communication est très importante, parce que même les fraudeurs ne savent pas qu'ils mettent en danger les populations. Moi, je vois, dès qu'il y a un bobo, quand on renvoie les feux, il y a toujours un incendie. Donc, il y a un problème de communication. D'autre part aussi, il a parlé du malentendu qu'il peut y avoir entre Sonatrel et SOCADEL. Ce serait un truc incroyable. C'est-à-dire que parce qu'il transporte de l'électricité, il va avoir les clients à lui qui vont manquer dans le portefeuille client de SOCADEL. Ça ne marche pas comme ça. Dans tous les pays du monde, on subventionne l'énergie, que ce soit sur le plan social ou industriel. Mais il faut distinguer les deux. Je ne sais pas si SOCADEL a un service qui s'occupe des industries et l'autre qui s'occupe de la demande sociale. Mais regardez, je prends un exemple. Aujourd'hui, je vais être
d'empêcher de tourner en rond. Nous avons une politique urbaine qui date du 19e siècle. Chaque fois qu'on fait une route, on ne prévoit pas de mettre en souterrain l'énergie électrique, les câbles et tout. Et quelques mois après, on vient et recasse la même route. Mais regardez la physionomie d'Aqua, par exemple. Il y a des fils partout, il y a toutes ces 10 laideurs. On se croyait dans une ville du Moyen-Âge. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous devons ensemble nous mettre dedans. Et le chapelet des discours qui ferment seulement les circonstances ne résout pas les problèmes. Il faut ouvrir un vrai débat avec les spécialistes comme ceux que vous avez dans la salle. La Côte d'Ivoire, énergie pour tous, c'est parce que c'est subventionné. Et quand c'est subventionné pour des raisons vertueuses, c'est bien. Et ce qu'il a dit, et c'est valable aussi pour les ponts. Il y a 3-4 ponts sur Abidjan. On peut le faire aussi. Ceux qui veulent aller vite, ils payent. Ils passent sur un pont, ils vont plus vite. Donc je crois qu'il faut communiquer, expliquer. Les Camerounais sont suffisamment intelligents pour comprendre que c'est le prix à payer pour faire le saut qualitatif. Saut qualitatif, Jarvis Ndoumbe, saut qualitatif aujourd'hui qui demande l'implication de tout le monde sans exception aucune, pour que justement la SOCADEL puisse mener à bien cette lourde mission qui lui a été confiée justement par le chef de l'État. Oui, je pense que le saut qualitatif est nécessaire. Monsieur Nancy parlait tantôt de financement. S'imaginer que l'État va continuer de subventionner, s'imaginer que les modes de financement actuels de l'ENEO sont les seuls, de SOCADEL autant pour moi, sont les seuls qui puissent permettre de résoudre les problèmes, ce serait un peu rêvé. Il y a certes les subventions qui sont quasi nécessaires, mais l'État ne peut pas subvenir à tous les besoins, ce n'est pas possible. La SOCADEL est une entreprise publique, mais qui a l'autonomie financière. C'est à elle de monter des projets, de rassurer les investisseurs et leur dire « j'ai tel projet, venez mettre de l'argent, je vais y aller ». Un des mécanismes qu'elle a tout de suite, c'est le programme de partenariat public-privé. Je prends un exemple. Monsieur Nancy parlait des poteaux bois. Est-ce que je vais m'endetter pour aller réaliser les poteaux bois? Ou alors, je confie les poteaux bois à un particulier, à une société privée, ou alors un consortium de sociétés privées qui me produisent des poteaux bois, je les paye sur 15 ans, 20 ans. C'est une solution. Et ça, c'est des solutions qui sont matérialisables tout de suite. Surtout que derrière, avec les mesures d'incitation à l'investissement, le dispositif est tel que les poteaux bois seront acquis bénéficieront des exonérations de taxes et de droits de douane. Et on peut arriver à des prix hyper compétitifs. Derrière ça, s'enfermer dans le carcan de l'investissement par des partenaires financiers internationaux. Et on est dans une logique de sortie du bois pour le béton. Le bois, dans un passé relativement récent, il y a à peu près 25 ans, j'ai travaillé dans une société qui proposait d'ailleurs ces prestations NEO pour le traitement du bois. Ce n'est pas la solution dans un environnement complexe comme le Rhône, parce que autant dans tout le réseau interconnecté sud va souffrir de tout ce qui est à commodité, dans le réseau interconnecté nord, on va souffrir davantage des problèmes comme les termites. C'est un gros problème là-bas. Donc, les termites. Voilà. Et même qu'on est en train de faire le cryosotage, qui est d'ailleurs désormais, qu'on a fait le cryosotage qui est désormais interdit, ça finit par poser problème. La solution passe par des solutions pérennes, et pas par des outils pérennes. À l'instar des poteaux béton. Les poteaux béton, c'est une des solutions, mais il y en a d'autres. Donc je pense que il faut que la structure, malgré... Il faudrait que la SOCADEL aujourd'hui s'engage vers des solutions innovantes. Et ces solutions innovantes passent par des décisions importantes et critiques. Il y a aujourd'hui des banques sur la place, des banques à l'échelle nationale, des banques à l'échelle internationale, dans la sous-région, qui peuvent accompagner l'investissement des infrastructures. Il faudrait que la SOCADEL se dote des outils. Il faudrait que la SOCADEL collabore avec des expertises
pour que l'argent vienne de quelque part. Et c'est quelque part, ça existe. Si la Socadel s'engage sur un investissement privé, ça peut être un début de solution pour trouver de l'argent. Un des problèmes que la Socadel a, c'est le problème de devises. S'engager sur des financements internationaux en devises finit par poser problème. Avec le niveau de fluctuation des devises, si je m'endette en euros ou en dollars, ça finit par poser problème. C'est vrai pas seulement pour la Socadel, c'est vrai pour tous les autres projets d'investissement. Donc il faut davantage trouver des solutions locales par des mécanismes pérennes. Ça ne veut pas dire qu'il faut te confier à quelqu'un. Si j'ai 10 000 poteaux bois et que j'ai mis un business model pour les remplacer, je peux les confier à 50 entreprises. Je peux les confier à 70 entreprises. Donc la solution de porter des projets porteurs à l'échelle locale est une solution. Il faut davantage envisager cela et ce sera une source de financement certaine et pérenne. Ça va donc poser le problème maintenant parce que ces gens ne pourront faire que des programmes de partenariat avec paiement par la Socadel. Maintenant, ça va nécessiter que des solutions telles que la Socadel soient à même de respecter ses engagements. Et à l'échelle de l'Afrique, les dettes fournisseurs sont à peu près dans l'énergie autour de 169 jours. Au niveau des NEO, je dirais pour certains prestataires, c'est beaucoup plus important. Donc, si la Socadel veut se faire accompagner pour des investissements précis, il faudrait qu'il y ait des solutions en termes de règlement des prestations qui soient que les délais soient respectés. Ça demande des engagements importants. Ensuite, il y a des anciennes créances. Ça aussi, pour résoudre le problème de l'investissement, l'État doit prendre ses responsabilités. C'est facile de dire, on a 800 milliards, on a tout ceci, on a tout cela et tout le reste là. Mais maintenant, il y a des prestataires, de gros prestataires. L'État l'a déjà fait avec Nachigal. Il reste Globelec. Il y a Sonatrel. Il y a EDC. L'État doit prendre ses responsabilités. Est-ce qu'on va provisionner les créances dues à EDC et Sonatrel pour qu'il y ait des mécanismes de compensation? Ça, c'est des choses sur le plan financier, les experts savent le faire. Même avec Globelec, qui a Dibamba et KPDC, c'est faisable. Il faut davantage trouver des solutions. Derrière ça aussi, maintenant, en termes d'investissement, pour les gros consommateurs, il faut que l'État contraigne tous les gros consommateurs à la production d'énergie. Il faut les contraindre à la production d'énergie parce que c'est une partie de l'investissement qui sera facilitée pour ces entreprises-là de manière à ce que leur impact sur le niveau de consommation pour les consommateurs soit véritablement atterri. Qu'au niveau de la répartition, l'impact soit amoindri. Soit amoindri, c'est ça. Parce que, certes, à l'UQAM, le barrage de Deya a été créé pour Alucam, mais il va de soi que si Alucam aujourd'hui s'engage dans la production de l'énergie, une partie de la capacité du barrage sera réinjectée dans le réseau pour les mini-industries, pour les consommateurs et tout le reste. Donc ça, c'est des solutions qu'il faut apporter. Et n'oublions pas aussi ce qu'on a dit, le ministre en a d'ailleurs fait une recommandation, c'est les solutions des mini-grids. Il y a des pays en Afrique qui ont produit beaucoup d'énergie. Donc c'est bien que M. Nancy soit là parce qu'il est maire à Bana. On peut trouver des solutions. Hein. Il y a des solutions qui existent. Il y a des partenaires qui souhaitent ces solutions, des petites productions de 200, de 2 MW, 5 MW, 10 MW. C'est des solutions qui sont pratiquées ailleurs. Donc l'État doit inscrire dans le cahier de charge des collectivités territoriales décentralisées, les communes comme les régions, la production d'énergie, notamment pour des sites périurbains. Et ça, ce sera également une forme de solution pour accompagner, n'est-ce pas, cette dynamique de Sotradel. Et enfin, il y a que Sotradel doit, et c'est dans ses statuts, elle doit s'engager à produire de l'énergie. Je ne peux pas systématiquement me plaindre de l'ADC, de Sonatrel. Voilà, Sonatrel pour les transports et EDC pour la production. Qu'est-ce qui empêche à Sonatrel d'engager des solutions de production d'énergie? Rien. Maintenant, derrière, il y aura des préoccupations de garantie, mais là aussi, l'État doit contraindre le Sonatrel. Est-ce que ça ne sera pas trop du champ d'intervention pour la Socadel? Oui et non. Oui et non. De toute la façon, si vous considérez que la Socadel doit se mettre en partenariat avec des producteurs d'énergie, c'est faisable.
Sonatrach n'a pas investi, Eneo n'avait pas investi dans le projet KPDC. KPDC est devenu producteur d'énergie pour le compte de Eneo. Donc je pense que, parce que de toute façon le PPA viendra de Eneo. Voilà, maintenant la préoccupation qu'il y a, est-ce que Socadel aura la possibilité, n'est-ce pas, d'honorer ses engagements vis-à-vis de ces entreprises-là. Et pour résoudre le problème d'investissement, de financement, il faut résoudre le problème de recouvrement. Et la personne qui doit le plus à Socadel aujourd'hui, c'est l'État. Donc il faudrait que les gestionnaires des institutions publiques, les hôpitaux, les ministères, tous les établissements publics, que chacun prenne ses responsabilités. Au pire, qu'on trouve un tarif spécifique pour ces sociétés-là, mais vous ne pouvez pas imaginer que vous arrivez dans des ministères, dans certaines institutions, les climatiseurs toute la nuit, il y a quelqu'un qui paye. Voilà. Donc, il faut donc résoudre ces problèmes, mais il faut que l'État lui-même prenne ses responsabilités, parce que si l'État va attendre 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans pour honorer ses engagements de facture vis-à-vis de Socadel, c'est Socadel qui finit par payer le prix, parce qu'elle n'aura pas, l'entreprise n'aura pas les moyens d'honorer ses engagements. Tout à fait, c'est ce qu'avait décrié Neo en son temps. Exactement. Désiré Nancy, c'est vrai, on évoquait là un certain nombre de pistes de financement, de modèles, de business model que peut aujourd'hui adopter la Socadel pour ce gigantesque projet de fourniture, du moins de distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Alors, quelle appréciation faites-vous des différents plans qui ont été établis ici par Jarvis Ndombé? Je voudrais déjà revenir sur le poteau bois. Je voudrais lui dire que le poteau bois a toujours sa place dans notre secteur. Toujours la place dans le secteur. Le poteau bois a une durée de vie, peut-être 25 ans. Si au-delà de 25 ans, on ne l'a pas remplacé, on aura des problèmes. Il se trouve aussi que ces dernières années, les poteaux bois n'ont pas été traités comme il se devait. Il y a eu les nouveaux produits qu'on nous a imposés pour justifier des problèmes d'environnement, alors que ces mêmes produits continuent à être utilisés ailleurs. Pour information, non, je ne vous coupe pas. Les poteaux doivent être créés, étaient traités au créosote à l'époque. Oui. Et le créosote aujourd'hui, il est fortement cancérigène. Si vous prenez la plupart des employés de l'unité de créosotage à Bafoussam de l'époque, c'est la catastrophe. Non, s'il vous plaît. Non, je voulais vous dire. Et le véritable problème dans les poteaux bois, c'est qu'à un moment donné, on a agréé plusieurs structures de traitement qui n'avaient des aventuriers dans le secteur. Il faut savoir que les années, au début des poteaux bois, il n'y avait que l'unité Sonel de Bafoussam qui traitait les poteaux. C'est ça. Et le traitement était d'une bonne qualité. Après, on a distribué des agréments sans avoir un organisme de contrôle. Donc, on s'est retrouvé avec des poteaux maltraités n'importe quoi, des poteaux qui n'avaient plus une durée de vie de 6 mois. Ça, c'est un des problèmes qu'on a connus ces derniers temps pour les poteaux bois. Mais je continue à dire, même pour la mise en œuvre, c'est très facile. C'est beaucoup plus facile que les poteaux béton. Oui, surtout dans l'environnement rural. Je peux vous dire, mettre en œuvre un poteau béton est assez difficile. Donc, le poteau bois continue. Et je peux vous dire, je suis de la commune de Bana. Nous avons une réserve d'eucalyptus. Et ça crée beaucoup de gens lorgnent là-dessus. Je crois qu'on peut toujours utiliser des poteaux béton, des poteaux bois. Donc, c'est pas la mort. D'aucuns diront que vous êtes en train de défendre votre chapelle parce que non, il y a des poteaux, des poteaux bien traités. Envoyez les poteaux bois, même aujourd'hui à Bafoussam, dans la structure de Eneo, vous avez les chances d'avoir un bon traitement. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là. Mon copanéliste a pensé qu'il fallait contraindre les entreprises à produire de l'électricité. Du moins les gros consommateurs. Les gros consommateurs. Quand vous allez à la zone industrielle de Bassa, là, en backup, c'est-à-dire que
en termes de groupes électrogènes, on peut avoir plus de 6 mégas de groupes électrogènes, c'est-à-dire que des groupes que des entreprises ont achetés comme secours. Vous ne savez pas ce que ça représente comme coût pour la vie d'une entreprise. Et ils achètent ça parce que la qualité de l'énergie qui leur est livrée n'est pas bonne. Et ça aussi, des répercussions sur le coût de la marchandise qu'ils vendent. Donc du coup, à la fin, c'est toujours le plus petit qui trinque. Beaucoup d'entreprises vont préférer aller ailleurs où on leur dit venez, vous avez de l'électricité de bonne qualité, venez vous installer ici. C'est pour vous dire, on ne peut pas contraindre une entreprise. Non, sans vous couper, vous avez dans le même ordre d'idée une structure à Douala qui fabrique des alvéoles 2, Oui, une des plus grandes au Cameroun, oui, qui est autoproductrice d'énergie au gaz. oui. Malheureusement, il y a quelques soucis avec le gaz du Cameroun, mais si on prend ses responsabilités, ça sera aux autres. Et elle avait un surplus d'énergie. Elle a baissé ses factures de 70%. Oui. Elle avait en capacité un surplus d'énergie qu'elle pouvait réinjecter dans le réseau. Le tout, c'est d'avoir des solutions innovantes. Je vous ai parlé la semaine dernière d'une entité à l'ouest qui a financé son réseau depuis Nkonsamba, parce que Eneo voulait bien installer, mais il y avait des préoccupations. L'entreprise, dans son programme d'investissement, l'entreprise a financé le réseau jusqu'en Nkonsamba, a tiré les lignes depuis Nkonsamba, pour pas loin de chez vous, un peu après vous. Je connais le projet. Et aujourd'hui, qui est en train d'installer une unité solaire de 200 MW, de 2 MW. Donc, je veux dire que... Je connais même beaucoup d'autres exemples ici. Hein. Exactement. Je connais beaucoup d'autres exemples ici, des raffineries qui... Il y en a plein. Donc, mais utiliser le mot contraindre, c'est pas bon. Tu ne peux pas contraindre une entreprise de mettre... Non, il faut aller et inciter, faciliter, lui donner des possibilités de faire ça, pas le contraindre. C'est le terme qu'il faut utiliser. Ça peut faire partie de cahier de charge. Ouvrir des facilités. Donc, moi, je pense que, comme on le disait, Socadel a une grosse difficulté au jour d'aujourd'hui. Comme on ne sait pas comment les dettes vont être déjà gérées pour que cette entreprise puisse commencer... Aller sur de nouvelles bases, ne pas naître déjà endetté. Avant même que Eneo ne parte là, même les bons de commande Eneo n'étaient plus crédibles, même les banques n'acceptaient plus les bons de commande. Donc je veux dire, il faut déjà créer cette nouvelle confiance. Mais tout ça, on aura besoin d'argent pour y arriver. Hein. Et Sonatrel, je veux dire que chacun aujourd'hui doit être capable de... Et je revenais sur autre chose, j'ai complètement oublié. EDC a été créé à l'époque comme société de patrimoine. Il y a un gros mélange. Je ne sais pas pourquoi Socadel va continuer à gérer son loulou et tout ça, alors qu'on peut confier tout ça. Il y a toute cette organisation-là à mettre sur pied pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et c'est tout ça qui crée un méli-mélo. Mais monsieur Nancy, la Côte d'Ivoire que vous appréciez tant, qui gère le patrimoine en Côte d'Ivoire? C'est pas la CEI? Non, c'est pas la CEI. Voilà. Il y a la SI Énergie. Il y a CI Énergie. CI Énergie. Voilà. C'est CI Énergie qui gère le patrimoine. Qui gère le patrimoine. Et la CEI est la société qui est en charge de la distribution et de la commercialisation. Donc, on ne peut pas considérer que ça marche ailleurs et qu'on trouve qu'ici, il faut pouvoir amener tout ça sur la même table, notamment auprès de Socadel. Ce que je veux dire, c'est que... On a une société de patrimoine qui s'appelle EDC. On a une société de patrimoine qui s'appelle EDC. Pourquoi pas lui confier la gestion de son loulou, par exemple? On ne peut pas, à mon avis, je dis, il est difficile, n'est-ce pas, de mettre entre les mains de quelqu'un un outil qui a des préoccupations déjà à la base. Et c'est la raison pour laquelle dans les contrats de partenariat public-privé que Nachtigal a, quand Nachtigal devra céder dans, je ne sais pas, 30 ans, le barrage à l'État du Cameroun, il faudra, n'est-ce pas, que l'outil soit en pleine capacité de production. C'est pour ça qu'il y a des provisions qui sont construites dans ce sens dans le cadre de partenariat. Et ça amène à la réflexion. C'est qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est fait comme investissement, il faut
nécessairement que Socadel provisionne dans ses revenus des fonds pour aller vers l'investissement. Et ailleurs, ça se fait. Ça se fait ailleurs. Bon, maintenant, dans sa situation financière, ce serait compliqué. Mais il faut aller vers des solutions innovantes. Je pense qu'il faut sortir du carcan parce que le modèle qui est effectif aujourd'hui, qui était effectif chez NEO, était quasiment le même modèle que l'État du Cameroun. C'est-à-dire que l'État du Cameroun se retrouve contraint encore de s'endetter, de mettre des milliards de francs pour construire des autoroutes, des routes. Dans tous les pays du monde, ça ne se passe plus comme ça. Les infrastructures aujourd'hui, c'est le privé qu'on sollicite. Socadel a la capacité de mobiliser des fonds privés. Que Socadel prenne ses responsabilités sans toute l'expertise nécessaire pour mobiliser les fonds privés. Alors, messieurs, est-ce que finalement, ce n'est pas le monopole qu'on observe dans ce secteur qui est finalement le problème? Si on libéralisait peut-être le secteur, cela créerait peut-être de la concurrence. Non, je vais vous dire. Je suis toujours pour qu'il y ait des réformes correctes, que chaque acteur sache exactement son champ d'activité. On n'a pas parlé, vous voyez, on ne parle même pas de Arcel dans cette affaire. Arcel, c'est le régulateur. Arcel, c'est normalement la structure qui doit s'assurer que tous les éléments du secteur sont en phase. Dans ce dossier aujourd'hui, Arcel se retrouve où? Vous savez, Arcel vivait des redevances qu'elle percevait de NEO. C'est Socadel aujourd'hui qui va payer Arcel. Et vous croyez que Arcel sera capable de venir auditer Socadel? Une structure comme Arcel doit être même déconnectée du ministère. Ça doit être une structure autonome, même rattachée même directement à la présidence de la République. Avoir un rôle d'une certaine autonomie. Parce qu'aujourd'hui, mais Arcel, même si Arcel veut faire le ministre du arrête, ils vont arrêter. Il est sous tutelle de Arcel. Donc voilà les éléments du secteur. Je reviens sur Socadel. Socadel, pour moi, doit rester une structure de distribution. EDEA qu'on avait accroché à l'époque, Actis ou je ne sais pas quoi. Moins d'une minute, on sort de l'émission. Qu'on repartisse ça, on dit Socadel, occupe-toi exclusivement de la distribution et mets-toi seulement au service de la population. Libère son loulou, libère les autres. Rattache ça à EDC. Jarvis Ndombe, on sort de l'émission. Alors, monopole qui finalement pose problème aujourd'hui à Socadel ou alors vous avez bien vu ce qui se passe aujourd'hui en matière de production d'énergie en France, avec les tarifs qui ne cessent de grimper. Oui, il y a un problème d'uranium qui se pose. Nous sommes dans un environnement très délicat, nous sommes dans des pays qui sont très pauvres. 85% de la population est dans l'informel. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau des tarifs, l'État essaie au mieux d'encadrer. C'est vrai en Afrique, hein, c'est pas que pour le Cameroun. Les tarifs sont anormalement bas. C'est la raison pour laquelle les États subventionnent beaucoup. Sortir du monopole aujourd'hui, parce que c'est un service public, monsieur, comme disait tantôt que ça fait partie des droits de l'homme. Sortir aujourd'hui du monopole risque de poser beaucoup de problèmes. Nos États sont très fragiles, sont très jeunes. D'accord. Donc pour ma part, l'État doit continuer de maîtriser le secteur. D'accord. Et attendre qu'il y ait une certaine maturité à tous les niveaux. Donc je pense que si, à la limite, même si on sortait du secteur, il faut plafonner les prix. Parce que si les prix ne sont pas plafonnés, merci. En tant qu'investisseur, je fais ce que je veux. Merci infiniment, messieurs. Jarvis Ndombe, merci Désiré Nancy, merci également Eve Emmanuel Com. Vous étiez justement panéliste dans le cadre de ce éco-débat. Au plaisir, madame, monsieur, de nous retrouver demain pour une autre édition de votre matinale sur DFM.